Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier des 3 gros updates lecture que j'ai prévu pour cette fin du mois d'août. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur ma page Facebook, en fait j'ai prévu de vous tourner 3 gros updates lecture. Quand je dis gros, c'est-à-dire que je vais traiter de 10 séries dans la même vidéo, donc c'est pour moi une grosse vidéo. Et en fait, dans ces 3 updates lecture, je vais mélanger des sorties du mois de juillet avec des sorties du mois d'août. Comme ça me permettra de rattraper un petit peu mon retard qui fait que je n'ai encore rien présenté concernant les suites de séries du mois de juillet et en même temps de ne pas prendre plus de retard avec les sorties du mois d'août et de vous les présenter par la même occasion. Vous vous en doutez, ça fait beaucoup de séries à présenter. En tout, je vais vous présenter tout de même 30 mangas en 3 vidéos, donc c'est quand même pas mal de choses. Et il y a fatalement des séries du mois de juillet que je ne pourrai pas vous présenter parce que sinon je n'aurai pas le temps de les lire et ni de les inclure de toute manière dans ces 3 vidéos. Je parle notamment de séries comme L'Attaque des Titans ou Tokyo Ghoul. Voilà, entre autres. Il n'y a pas que celle-là, mais je sais que ce sont les 2 qui me sont le plus demandées. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas des séries qui sont rayées de ma chaîne. Je sais que ça fait un moment que je devrais vous en parler et que je n'en parle plus. Mais les prochains tomes de ces séries sortent au mois de septembre. Du coup, j'espère avoir rattrapé mon retard d'ici voilà, début mi-septembre et pouvoir reprendre le rythme avec ces séries-là et vous en parler avec les nouveaux tomes qui seront sortis au mois de septembre. Voilà, donc je suis désolée si je ne peux pas parler de tout ce qui est sorti au mois de juillet et au mois d'août, j'essaye de faire mon maximum. Et déjà dans cette vidéo, je vous propose donc 10 de mes dernières lectures. Donc je vais vous proposer un shoujo, que je ne dise pas de bêtises, 5 shonen et 4 seinen. Comme d'habitude, je commence par la partie shoujo et aujourd'hui je vous parle du tome 20 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, publié chez les éditions Delcourt. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 22 tomes de parus. Et quand j'ai regardé sur Manga News, il n'y avait toujours pas la date pour le tome 21, mais si au moment du montage de cette vidéo, je trouve la date sur un autre site, je vous la mettrai en annotation quelque part. Divine Nanami, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un shoujo que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les shoujos fantastiques. Donc voilà, c'est un shoujo qui va nous parler de yokai pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Je vous montre la couverture qui est vraiment super jolie. C'est vraiment des dessins que j'apprécie tout particulièrement. La relation entre Tomoe et Nanami est plus que concrète depuis déjà pas mal de tomes. Et en fait, Tomoe a pris une décision, c'est qu'il veut devenir humain. Tout simplement parce qu'il se rend compte que Nanami va vieillir et qu'après elle va mourir. Ça va s'arrêter au bout d'une, on va dire à peu près une 60aine d'années, elle sera morte et leur amour sera terminé. Il n'arrive pas à le concevoir et il préfère mourir en même temps qu'elle plutôt que de vivre sans elle, tout simplement. Mais le truc, c'est que pour un yokai de devenir humain, ce n'est pas si évident que ça et il va lui arriver des péripéties. À partir de là, Nanami va essayer de l'aider à retrouver sa forme originelle, donc je n'en dis pas plus, mais c'est assez comique. C'est un tome qui m'a beaucoup plu, il y a pas mal d'humour. Pour celles et ceux qui sont encore une fois pas très shoujo, dégoulinants de bons sentiments, celui-là ça va encore, vous avez une bonne touche de fantastique, de yokai, de ci, de là. Donc le côté amour est largement supportable je trouve, en plus il y a beaucoup d'humour. J'essaie de ne pas vous spoiler the truc on va dire de ce tome 20, qui nous laisse sur un beau suspense, il me semble, à la fin, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, en fait, c'est juste, ça se termine pas sur un suspense, ça se termine sur une révélation que fait Nanami à Tomoe. Voilà. Donc, un très bon tome, une série que je prends toujours autant plaisir à suivre. Encore une fois, si vous n'êtes pas très manga papier, il y a un anime qui s'est achevé, il me semble. Je n'en sais pas plus à son sujet, mais en attendant c'est une très bonne série, même si elle compte déjà pas mal de tomes. La partie shoujo de cette vidéo étant enfin terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'enchaîne avec la partie shonen et le tome 11 de Alice in Borderland de Haro Aso, publié également chez les éditions Delcourt. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 16 tomes de parus, et là encore, comme Divine Nanami, je n'ai pas trouvé la date pour la sortie du tome 12, mais si je la trouve entre temps, je vous la mets quelque part. Donc Alice in Borderland, je vous ai déjà présenté ce tome 11 sur ma chaîne si vous me suivez depuis déjà quelques mois, puisqu'en fait Maxime avait rapporté des mangas VO de son voyage au Japon, et il y avait ce tome 11 de Alice in Borderland dans le unboxing que j'ai fait. Et du coup à l'époque ce tome 11 me paraissait juste super loin vu que la parution française a accéléré entre temps, mais elle était quand même assez longue, mais on y est enfin. Déjà je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. Voilà, pour le coup, j'aime beaucoup la couverture.
Et ce tome 11 a été une très bonne lecture. Voilà, j'avais poussé un petit coup de gueule à propos du tome 10. Tu sais que le tome 10 c'était une grosse blague du fait qu'on ait une grosse partie bonus dans le manga et finalement très peu de la trame principale, ce qui m'avait vraiment pas mal agacé. Alors que là, aucune page bonus. Voilà, alors autant on peut avoir des petits moments flashback, ok à la limite, mais on n'a pas cette partie bonus qu'on avait dans le tome 10 qui m'avait franchement très énervé parce que je trouvais que c'était vraiment limite du foutage de gueule de la part de l'auteur. Donc dans ce tome 11, le fameux jeu dans lequel Alice et ses amis sont lancés depuis déjà pas mal de tomes et qui traînent à cause de ces fameux bonus est enfin terminé. Il se termine d'une manière assez surprenante. Jusqu'au bout, on sera en suspense de se dire qui va mourir, qui va survivre à ce jeu. Et vraiment, il y a ce petit twist, on va dire, final qui est très intéressant et qui est très surprenant. Un personnage ne va pas hésiter à se sacrifier pour que le groupe survive. Je ne dis pas de quel groupe il s'agit, mais sachez que c'est pas spécialement ce personnage-là que j'aurais vu mourir. Donc voilà, une très bonne surprise. Le jeu s'achève vraiment... Il ne s'achève pas dans la dernière page, mais en fait, par la suite, Alice prend une décision. Une décision qui va remettre en cause toute la suite de l'histoire. Va-t-il se tenir à cette décision? Va-t-il être contraint de changer tout simplement d'avis entre-temps? Ça, on le découvrira, je pense, à partir du tome 12. Mais j'ai vraiment hâte, quoique c'est pas sûr en fait, parce que, comme vous le savez, ils sont obligés de participer à des jeux, du simple fait qu'ils ont un visa. Et ce visa expire au bout d'un certain temps et il faut rejouer à des jeux pour gagner des jours sur le visa. Et quand le visa arrive à 0, ben en gros, vous mourrez un petit peu tragiquement. Et Alice, il lui reste, il me semble, une vingtaine de jours, quelque chose comme ça. Donc il peut rester encore pas mal de temps sans jouer et juste profiter de la vie à Borderland. Donc il commence à percer quelques secrets de Borderland. C'est encore très flou. Arrivé à ce tome 11, on comprend que l'auteur peut encore faire pas mal de tomes et qu'on n'en saura toujours pas plus sur le monde de Borderland. Mais ça reste très passionnant à suivre. C'est du survival game particulier, un peu plus lent, un petit peu moins hardcore que ce que vous allez avoir dans du King's Game. Bien que ce tome-là est tout de même assez sanglant. Je tiens à le dire, c'est du shonen, mais c'est tout de même assez sanglant. Donc un très bon survival game que je ne saurais trop vous conseiller. J'en parle très régulièrement, enfin je veux dire systématiquement, dès qu'un tome est sorti, ce tome-là est sorti la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, une très bonne série qui n'est décidément pas assez connue et que je ne saurais trop vous conseiller. J'enchaîne en vous parlant des tomes 10 et 11 de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi. C'est publié chez les éditions Akata. Donc le tome 10 est paru au mois de juillet et le tome 11 au mois d'août. C'est pour ça que je vous parle de ces deux tomes d'un coup. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 24 tomes de parus. Et j'ai trouvé la date du tome 12 sur Manga News, mais je ne suis vraiment pas sûre de cette date. Sur Manga News, ils annoncent le 12 novembre. Ce qui me paraît totalement aberrant étant donné qu'Akata s'en tenait très bien à un rythme mensuel jusque-là. Il me semble même que c'était au mois de mars qu'en fait, il y avait eu un décalage, ils avaient sorti 2 tomes dans le même mois. Et là, pendant 2 mois, on n'aurait aucune sortie des tomes de Prisonnier Riku alors qu'on est super loin d'avoir rattrapé le Japon. Je trouve ça bizarre, si ça se trouve il y a une explication tout à fait logique que je n'ai pas trouvée, mais si ça se trouve la date n'est pas la bonne, si c'est le cas, bah encore une fois je chercherai des informations à propos de la date de sortie. Donc en attendant, je vous parle de ces deux premiers tomes, n'importe quoi, que j'ai beaucoup apprécié encore une fois. Prisonnier Riku, c'est une série pour laquelle j'ai un gros coup de cœur. Voilà, pourtant je suis pas très manga sur l'univers carcéral, c'est pas un truc qui me passionne outre mesure, même si je vous parlerai dans quelques minutes de Prison School. Voilà, c'est le truc qui va totalement contredire ce que je suis en train de dire. Mais, petite parenthèse à ce sujet, non, je n'ai pas encore lu la série Rainbow. On me pose souvent la question, systématiquement, en fait, quand je parle de Prisonnier Riku, tu parles de cette série, mais est-ce que tu as lu Rainbow, qui est génialissime? Bref, je sais que Rainbow est génialissime et super bien noté, tout ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas encore lu, alors que j'ai lu Green Blood du même auteur et que je m'apprête à lire au mois d'octobre Bestiarius, il me semble quelque chose comme ça, du même auteur. Tout simplement parce que, si je ne me trompe pas, Kazé a prévu de rééditer la série, ça fera quand même la 3e réédition de la série, en triple volume.
Info ou intox, je ne sais pas, j'avais vu l'info sur Manga News il y a quelques jours où en fait le tome 1 allait ressortir au mois d'octobre et qu'il combinerait les 3 premiers tomes de la série. Donc si c'est le cas, bien évidemment, je vais me jeter sur l'occasion pour commencer la série. De toute manière, c'est une série qui me tente depuis déjà un petit moment, mais au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, j'ai pas mal de choses à lire, beaucoup de mangas en cours. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ne veux pas commencer tout ce qu'on me suggère. Je reviens à Prisonnier Riku. Donc on est toujours dans l'optique de l'évasion de Riku. Et pas que de Riku, vous le savez très bien, si vous en êtes à peu près à jour au niveau de la série. Ça commence à prendre une tournure assez sanglante. Ils vont tomber sur un gardien de prison. Donc on sait que les gardiens, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa dans cette prison. Il y en a qui sont facilement corruptibles par l'argent ou par d'autres moyens. Et il y en a, ils sont complètement fêlés dans leur tête. Et là, ils vont tomber sur un gars comme ça. Le gars qui n'aspire qu'à avoir une promotion, à avoir plus d'argent, plus de pouvoir. Et qui ne va pas hésiter à utiliser des méthodes vraiment très barbares. Donc je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler le truc. Mais vraiment, il ne va pas hésiter à les torturer d'une manière qui est juste ignoble. Pour essayer de leur soutirer des informations qui de toute manière ne... Voilà, ils sont tellement soudés, il va essayer de briser l'amitié qu'il y a entre les prisonniers. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je ne vous en dirai pas plus, mais quoi qu'il en soit, l'évasion est remise en question, du moins ce qu'ils avaient prévu de faire pour s'évader, c'est totalement remis en question parce que finalement, ils ont inclus beaucoup trop de personnes dans cette évasion. À la base, personne n'était censé être au courant, à chaque fois ils essayent de glaner des informations de ci, de là, mais ils essayent de ne pas mettre les gens au courant que c'est pour s'évader. Et fatalement, à force de parler à beaucoup de gens, on se retrouve à ce que pas mal de gens se retrouvent au courant de cette fameuse évasion. Et plus il y a de gens au courant, plus c'est dangereux. Et plus le projet commence à être un petit peu mis en péril. Je vous montre un petit peu ce que c'est d'un niveau dessin, pour celles et ceux qui ne verraient toujours pas. Mais c'est vraiment génial. Donc attention, série assez violente, surtout dans ces 2 tomes où, voilà, d'ailleurs vous voyez le fameux gardien de prison dont je vous parlais, qui est vraiment tyrannique, qui est un personnage qui est juste horrible. Puis voilà, les tortures sont vraiment ignobles. Donc 2 très très bons volumes. On voit encore une fois que Renoma est quelqu'un qui a un très très gros réseau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Il connaît pas mal de monde, c'est un gars qui est très respecté. Et voilà, il y a certains personnages qui ne comprennent pas pourquoi il y en a qui sont prêts à sacrifier leur vie, à subir 1001 tortures pour lui. Pourquoi? Mais pourquoi pour ce type-là? Et il se rend compte petit à petit que ce type-là mérite tous les efforts que les gens font pour lui. Donc voilà, une excellente série qu'encore une fois, comme Alice in Borderland, je ne saurais trop vous la conseiller pour celles et ceux qui cherchent une série sur l'univers carcéral avec un très très gros panel de personnages, de l'humour, mais alors là pour le coup pas mal de violence. Dans un registre beaucoup plus calme, je vous parle à présent du tome 4 de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, publié chez Éditions Kiun. Série terminée, cette fois en 11 tomes. Le tome 5 est prévu pour le 22 octobre et le tome 6 pour le 10 décembre. Donc Your Lie in April, je vous en parle depuis que les 2 premiers tomes sont sortis. C'est une série que j'apprécie beaucoup, voilà, j'aime bien les mangas qui parlent de musique. Encore une fois, on me conseille très souvent, mais tu devrais regarder l'anime, surtout pour apprécier encore plus. N'insistez pas avec les animes, je n'en regarde pas, je ne fais pas d'exception pour quoi que ce soit. J'ai encore mon coffret de Skip Beat que je vous ai présenté dans mon haul Japan Expo Sud qui est encore sous blister, c'est pour vous dire à quel point je ne regarde pas d'anime. Je n'ai vraiment pas le temps pour cela, même si je suis en vacances à la fin de la semaine, je n'aurai pas de temps à consacrer aux animes, ça c'est sûr. Donc, on va faire l'impasse sur l'anime me concernant, merci de ne plus m'en parler en commentaire, vous serez sympa. Concernant ce tome 4, on est toujours dans la compétition qui affronte, j'ai encore oublié le nom du personnage principal, Kosei, à 2 de ses anciens rivaux, donc une fille et un mec, qui en fait se sont forgés un caractère, se sont entraînés dans le seul but de le battre. Parce qu'en fait ils s'en tiennent à la prestation qu'il a fait 2 ans en arrière, où en fait il a complètement ruiné sa prestation du fait qu'il était tellement parfait, métronome, tout ça, qu'il n'y avait aucune émotion dans sa musique et les gens ont commencé à le détester. Dans ce tome-là, on en apprend un peu plus sur la vie qu'a connue Kosei avec sa mère.
Sa mère qui était très exigeante au niveau de la musique, sa mère qui était également malade et qui est décédée, avant le tome 1. Donc quand vous commencez la lecture du tome 1, vous comprenez que le personnage n'a déjà plus sa mère. Et à partir de là, en fait, il ne va plus entendre la musique quand il joue, ce qui est un très gros handicap quand on est pianiste tout de même. Et on va en apprendre un peu plus sur cette mère qui était vraiment une mère tyrannique avec son fils, qui certes, elle avait sûrement de l'amour pour lui, mais voilà, quand on voit comment elle le traitait, c'était beaucoup plus de la violence et des coups et du rabaissement plutôt que de l'amour. Voilà. Donc un tome que j'ai beaucoup apprécié, un petit peu d'humour, une grosse touche mélodramatique quand même avec ces passages sur sa mère où voilà, les personnages ne savent pas trop en fait ce qui s'est passé. Certains se rappellent de comment elle était et il y a pas mal de flashbacks. On vous montre très peu la mère, mais quand on vous la montre, on comprend vraiment que c'était pas une femme des plus tendres avec son fils. Donc un bon volume, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup les mangas de musique, encore une fois, même si je ne l'apprécie peut-être pas autant que celles et ceux qui regardent l'anime, j'en conçois. Je passe à présent à 2 shonen qui sont sortis au mois de juillet. Donc tout d'abord, je vais vous parler du tome 2 de The Heroic Legend of Arslan de Hiromu Arakawa, publié chez l'édition Kurokawa. Série toujours en cours avec déjà 3 tomes de parus et le tome 3 est prévu pour le 8 octobre. Donc je vous avais présenté le tome 1 dans le cadre d'une vidéo partenariat avec l'édition Kurokawa et j'avais beaucoup apprécié ce tome 1 que, alors je le comparais pas à l'époque mais maintenant je le comparais plutôt à du Bright Stories dans le sens où on a un côté faussement historique, romancé, pas de romance mais romancé à manière de manga, que j'avais beaucoup apprécié et j'ai retrouvé ça dans le tome 2. J'avais un peu peur d'être totalement paumée en commençant ce tome 2 en me disant comment c'est conclu le tome 1, qu'est-ce qui se passe à la fin du tome 1. Je me rappelais qu'à la fin du tome 1 on rencontrait un personnage et qu'on comprenait que ce nouveau personnage allait jouer un rôle très important par la suite, ce qui est effectivement le cas parce que c'est un personnage qui est stratège et qui va pas mal aider dans la fameuse bataille que commence Arslan pour récupérer la Pars. C'est pour récupérer la Pars où je me plante totalement. C'est même pas marqué derrière. Pouh, je sais qu'ils sont contre les Lusitaniens, qui sont aux portes de la capitale, mais il me semble que c'est la Pars. Voilà, j'ai lu le tome hier, tout va bien. Donc une série que j'ai beaucoup appréciée, j'apprécie énormément le travail de Hiromu Arakawa. Alors après, niveau chara-design, comme vous le voyez, c'est assez vide. J'ai pas souvenir que de toute manière même Full Metal c'était hyper rempli au niveau des arrière-plans. Mais c'est un shonen que j'apprécie beaucoup. Ça n'avance pas hyper vite. C'est pour ça que je compare ça à du Bright Stories, presque à du tranche de vie finalement, parce qu'on va suivre cette avancée petit à petit, ce personnage qui va rassembler d'autres personnages autour de lui pour voilà, essayer de récupérer son royaume. Voilà, des guerres de territoire, tout ça. Il y a des passages avec un peu plus d'action, mais c'est pas le manga ultra bourré d'action, ultra bourrin, bien qu'il soit tout de même assez sanglant, ce tome 2, je dois bien l'avouer. La luminosité décline à grands pas, mais j'espère que vous me verrez encore à la fin de cette vidéo. Donc je vous parle à présent du tome 2 de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki, c'est publié chez les éditions Komiku. Série toujours en cours avec 3 tomes de parus et le tome 3 est prévu pour le 8 octobre. Donc je m'arrête 2 secondes, je suis obligée sur la couverture de ce tome 2 qui est vraiment sublime. Voilà, les couvertures de cette série, même la couverture du tome 1 que je vous avais également présenté dans une vidéo partenariat. Les couvertures de cette série sont vraiment magnifiques, j'espère que vous verrez quelque chose et que cette luminosité, j'ai l'impression que je suis dans le noir. Je ne sais pas comment ça rend à l'écran, je verrai ça au montage, mais pour moi je suis dans le noir. Donc, couverture magnifique, graphisme magnifique, de ce côté-là, rien à dire. Au niveau de l'histoire, j'avais également très peur, comme The Heroic Legend of Arslan, d'être paumé de chez paumé. En plus, c'est des séries au début desquelles vous n'avez pas, vous savez, de petits résumés qui va vous expliquer ce qui s'est passé dans le tome précédent. Vous avez par contre une page couleur, qui est vachement sympa. Mais vous n'avez pas ce petit résumé, du coup j'étais complètement paumée. Et finalement, voilà, je me suis replongée dans l'histoire avec beaucoup de plaisir. C'est un manga fantastique, vraiment magnifique. Vraiment unique pour le coup et vraiment pas du genre où on peut se dire vu et revu. L'histoire c'est assez complexe hein, par contre, ça parle un petit peu d'alchimie en quelque sorte parce qu'on va nous parler de chimères et d'un personnage qui essaye de fabriquer des chimères. Si vous aimez Full Metal, là encore ça pourrait vous plaire.
C'est assez sanglant, ça mélange sorcellerie, un petit peu oui d'alchimie justement, de fantastique. Vraiment c'est magnifique et ce personnage principal que vous voyez sur la couverture, que vous voyez un petit peu mieux à un autre moment, j'essaie de vous le trouver, on le voit pas énormément dans ce tome, voilà. Personnage qui va s'avérer très méchant je pense dans le tome 3 vu la fin de ce tome 2. Je n'en dis pas plus, mais la fin du tome 2 est tout de même assez dramatique. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait de mort à la fin de ce tome 2, faut pas déconner non plus, mais ça prend une tournure assez dramatique, et je pense que ce monsieur-là, il va pas mal s'énerver au début du tome 3, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, c'est 2 séries. Si vous êtes passé à côté, si vous hésitez à les commencer parce que vous n'avez pas trop d'avis, pourtant des séries à mon avis dont on entend pas mal parler, c'est 2 séries dans 2 registres assez différents que je vous recommande, voilà, 2 très bons shonen. Pour conclure, on va parler seinen avec tout d'abord le tome 3 de Crossolik Ray de Clamp, publié chez l'édition Pika. Donc la série toujours en cours avec déjà 3 tomes de parus et on n'a pas de date pour la sortie du tome 4 au Japon. Donc sur certains sites, la série est annoncée comme étant terminée en 3 tomes. Je peux vous assurer qu'à la fin de ce tome 3, c'est décemment pas la fin de la série, vu que de toute manière, il y a marqué à suivre. Je ne vous montre pas la dernière page qui est un petit peu, comment vous dire, The Revelation of the Dead finale. Donc je vais peut-être pas vous montrer la dernière page, mais déjà je vous montre ce tome. Vraiment magnifique. Les tomes sont un petit peu chers, ils sont dans les 9 €, je vous l'accorde. C'est pas donné du tout, mais quand on voit les couvertures, voilà, côté édition, c'est vraiment du très bon boulot de la part de Pika. Je vous montre les pages couleurs au début. Vous avez toujours quelques pages couleurs au début. Voilà. Et ce tome 3, il a été pour moi d'une complexité de ouf. Donc Crossolik Ray qui se veut suite plus ou moins directe de Crossolik, mais je vous avais dit c'est pas bien méchant si vous n'êtes pas à fond niveau souvenir de Crossolik. Ça pose problème avec ce tome 3 tout de même, parce qu'en fait là on revient dans ces problèmes de dimension, de personnages qui voyagent de dimension en dimension. On ne sait plus qui est le vrai, qui est le faux, qui est celui de la bonne dimension, qui est celui du passé, qui est celui du futur. Ça m'avait perdu à l'époque dans Tsubasa, ça m'avait perdu dans Crossolik, mais Crossolik j'avais adoré, j'avais même relu la série à l'époque. Mais alors là, ça m'a... niveau révélation, dans ce tome-là, en fait, on se rend compte de tout ce qu'on a vu dans les 2 premiers tomes, c'était nawak. Parce qu'en fait, Watanuki n'est pas vraiment dans le monde dans lequel il pensait qu'il était. Je m'y perds. Donc, il avait retrouvé Yuko, mais a-t-il vraiment retrouvé Yuko? Est-ce vraiment Yuko qui est face à lui ou pas? C'est assez compliqué de vous parler de ce tome, parce qu'on va vous parler de beaucoup de personnages. Watanuki va enfin se réveiller. Le gars dormait depuis 2 tomes en fait. Et on va comprendre, on va essayer du moins de comprendre pas mal de choses. Ça reste un bon tome, c'est très particulier, enfin, faut vraiment s'accrocher pour le coup. Et je pense qu'avoir les tomes de Crossolik en tête, ça doit pas mal aider. Et alors à la fin de ce tome, on va vous reparler d'un personnage dont on n'entendait pas parler jusque là dans Crossolik Ray. Et là on sent que ça va repartir dans des délires de voyage de dimension, tout ça. Donc ça promet quelque chose d'assez bien. Vraiment, je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 4, mais ça peut décemment pas s'arrêter comme ça. Voilà. Niveau graphisme, j'adore, c'est vraiment un de mes clans préférés, Crossolik, de toute manière. Donc, très bon tome qui m'a totalement largué dès la moitié du tome quand on commence à comprendre que Watanuki, en fait, il était... Enfin, il y a le téléphone qui sonne à la fin du tome 2. On nous laisse comme ça. On se doute que ce téléphone, il est n'importe quoi. On ne sait absolument pas qui se trouve de l'autre côté du téléphone, sinon ça serait trop drôle. Et à partir de là, en fait, dès que ça devient le bon moment, Watanuki enfin réalise certains trucs et voit certains trucs qu'il ne voyait pas. Voilà, tout ça c'est... Je sais que là, je vous perds totalement à ce moment-là de la vidéo. J'ai sûrement perdu tout l'audimat à ce moment-là de la vidéo. Mais il faut vraiment le lire pour comprendre ou pas. Voilà. Donc, très bonne série de Clamp. On enlève le côté hyper complexe, c'est une très bonne série que je ne saurais trop recommander. Mais là, pour le coup, si vous ne connaissez rien de Crossolik, vous ne vous lancez pas là-dedans, vous allez être pire
que largué. Je change complètement de registre, c'est vraiment une vidéo où je passe du coq à l'âne, où je parlais du tome 5 de Prison School de Akira Ilamoto, publié chez les éditions Soleil dans leur collection Seinen. Série toujours en cours avec déjà 18 tomes de parus, oui. Et le tome 6 est prévu pour le 21 octobre. Donc Prison School, je sais que c'est la série, soit on adore, soit on passe totalement, encore une fois, à côté du délire de l'auteur, ce que je peux complètement comprendre. C'est un délire à la fois pervers, complètement malsain, donc soit on est à fond là-dedans comme moi, soit on passe à côté, on comprend pas du tout en quoi c'est comique, en quoi c'est plaisant de lire ça, bref. Donc ce tome 5, que je ne dise pas de bêtises, on suit directement avec la scène what the fuck de la fin du tome 4, où vraiment on avait hâte de voir comment notre pauvre, comment il s'appelle, Kiyoshi, non, si, on ne sait plus, personnage principal, Kiyoshi, oui, peut-être, oh, je ne sais plus, cette vidéo, oui c'est Kiyoshi, oui, enfin, je veux dire, vous avez un petit récup des personnages, en Kiyoshi, qui devait donc s'évader, tout ça, bon bref, il est un petit peu en conflit avec une des nanas du conseil, qui compte bien se venger de lui, mais alors d'une manière vraiment très, là encore une fois, malsaine, perverse, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, oui, il va y avoir un nouveau personnage féminin, mais surtout ce que j'ai trouvé extrêmement drôle dans ce tome, c'est la punition que va infliger la présidente à la nana que vous voyez sur la couverture, c'est sur la couverture du tome 1. Donc la nana qui est vraiment ultra dominatrice, tout ça, et qui va être, mais alors punie d'une manière. Voilà, vous avez ce nouveau personnage féminin, qui va avoir une importance non négligeable dans la série. Encore une fois, c'est une série que j'apprécie beaucoup, je vous cherche une image pas trop ni spoilante, ni trop choquante pour les âmes sensibles. Mais voilà, encore une fois, le manga est pour public averti, donc c'est vraiment pas une série que je conseille aux plus jeunes. Il y a pas mal de scènes de nudité, encore une fois, côté sexe, perversité, tout ça, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est néanmoins un très bon tome, une très bonne série. Personnellement, j'adore complètement cette série, son côté très décalé, très particulière, et encore pour le coup jamais vu. Un très bon tome avec pas mal d'humour, même si c'est un humour qui, encore une fois, je peux le comprendre, ne plaît pas à tout le monde. J'arrive pratiquement à la fin de cette vidéo et je vous présente le tome 3 de Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir de Doshifumi Sakurai, publié chez édition Akata. Donc la série est terminée en 5 petits tomes et le tome 4 est prévu pour le 12 novembre. Ladyboy vs Yakuza, là encore c'est comme Prison School, soit on adore, on adhère complètement au délire de l'auteur, soit on passe à côté en se disant pourquoi. Donc personnellement, vous le savez, c'est un très gros coup de cœur pour cette série que je placerai assurément dans mes coups de cœur de l'année, ça c'est clair et net. Ce tome 3 prend une tournure très particulière, c'est qu'en fait Kozo s'était attaché, enfin pas attaché, mais disons qu'il s'est trouvé un super allié sur l'île, vraiment l'allié non négligeable puisqu'il s'agit un petit peu du monstre de l'île, qui s'est complètement attaché à lui, pas par amour mais par amitié tout simplement, il prend un peu comme sa mère presque, et c'est un personnage qui va lui être vachement utile pour survivre, mais les autres prisonniers de l'île ne comptent pas le laisser pour autant s'en sortir indemne, puisque pour rappel, pour que eux puissent s'échapper de l'île, il suffit qu'ils la violent. Super. Personne pour l'instant ne sait qu'il s'agit en fait d'un homme qui a été transformé en femme, sauf, voilà, sauf quelques exceptions. Et en fait, ils vont essayer de se servir, ils apprennent que l'un d'entre eux est le père de cette jeune fille, et ils comptent l'utiliser comme otage contre lui. Bien évidemment, tout ce qui se passe sur l'île est filmé et retranscrit par l'espèce de monstre Yakuza qui l'a foutu sur cette île, hein, tout simplement, et qui regarde en fait le tournage avec sa femme et sa fille, qui pour rappel, sa femme et sa fille avaient couché avec le dit personnage, et donc il fait ça pour se venger. Je vous renvoie à la vidéo 1, enfin à la vidéo où vous avez présenté le tome 1, si vous n'avez rien compris du résumé que je viens d'en faire, je suis désolée, je suis fatiguée, il fait chaud, voilà, je suis un peu à bout là. Très bon tome, très violent, mais c'est surtout l'arrivée d'un nouveau personnage, enfin pas nouveau personnage parce qu'en fait il était déjà sur l'île, sauf qu'on l'avait pas remarqué, et ce personnage là ne dit rien, mais on sent qu'il va avoir une importance capitale dans le tome 4. Je vous montre un peu ce que ça donne niveau dessin. En plus, vous voyez le monstre, je viens de capter, la fille qui regarde même pas les couvertures. Vous le voyez sur la couverture, première de couverture. Le fameux monstre.
petit panel des méchants villes. C'est complètement barré, c'est complètement what the fuck, ça va complètement dans la collection what the fuck d'Akata. C'est un très bon titre avec lequel vous prenez des barres de rire et en même temps vous êtes en suspense avec le personnage principal à savoir comment il va s'en sortir dans le prochain tome. Et je conclus cette vidéo avec également une sortie du mois de juillet puisque Lady Boy c'est une sortie du mois de juillet et le tome 4 de Orange de Ichigo Takano publié chez les éditions Akata. Donc la série est terminée en 5 tomes mais on n'a pas de date à l'heure actuelle pour la sortie du tome 5 en France, du moins je n'ai pas trouvé la date au moment où je tourne cette vidéo. Il ne me semble même pas que le tome est sorti au Japon. Gros doute. Donc ce tome 4 de Orange me l'était gardé depuis déjà un petit moment, ça fait un petit moment qu'il était sur ma pile des mangas à lire et j'avais vraiment envie de le lire. Et en même temps pas trop parce que je me disais après celui-là il en reste plus qu'un et la série s'achève et elle va trop manquer alors que finalement c'est une série qui aura été super brève. Mais ce tome-là était vraiment génial. Encore une fois, là pour le coup, comment elle s'appelle ? Nao n'est plus la seule à avoir cette fameuse lettre qui permet de... Enfin, cette lettre du futur qui lui permet d'anticiper un petit peu et de modifier leur futur pour qu'il soit meilleur et pour surtout protéger Kakeru d'un drame juste horrible. En fait, tout le petit groupe a des lettres également. Donc ça, vous le savez depuis le tome précédent. Et en fait... ça va être utile parce qu'ils vont modifier le futur tous ensemble. Donc là, pour l'instant, ça porte ses fruits de manière très positive. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils privilégient une piste, un avenir pour deux personnages au détriment de notre avenir qui était existant, en fait, qui est l'avenir que les personnages du futur connaissent, fatalement. Et cet avenir-là est de plus en plus compromis. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il sera vraiment compromis jusqu'au bout? Ou est-ce que dans le tome 5, tout va foirer et puis on va revenir au futur que les personnages connaissent? Voilà, donc ça j'ai hâte vraiment de voir comment l'auteur va arriver à tout conclure en un seul tome. C'est vraiment pas gagné pour le coup parce que j'ai l'impression que la série pouvait encore traîner sur quelques volumes sans problème, vraiment. Même si c'est du manga qui est complètement en tranche de vie avec une bonne touche bien sûr d'amour, tout ça, le petit groupe d'amis, enfin voilà, le shoujo, tout ce qu'il y a de plus banal, vous allez me dire. J'avais vraiment l'impression que l'auteur pouvait traîner ça jusqu'à peut-être 10 tomes, sans problème, sans que ça devienne lourd, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, il y a pas mal de petites relations entre les personnages qui étaient intéressantes à développer. On se concentre bien évidemment sur un personnage qui est un petit peu le personnage clé de l'histoire, à savoir qu'est-ce que lui va devenir par la suite. Mais je trouve ça presque dommage que la série s'achève avec son 5e tome. Peut-être que le tome 5 sera génial et que la série s'achèvera de manière totalement convaincante jusqu'au bout et voilà qu'on ne sera pas en train de se dire bon sang il manque un tome ou deux pour vraiment que l'auteur nous conclue ça de manière satisfaisante. J'espère vraiment que ça sera pas le cas, qu'on n'aura pas cette déception. J'espère que ce sera vraiment pas le cas avec Orange parce que c'est un coup de cœur dès le départ, une série qui fait vraiment l'unanimité parmi toutes les personnes autour de moi qui l'ont lu, que ce soit garçon ou fille. C'est vraiment alors c'est seinen, c'est parti à la base, c'était un shoujo, c'est devenu un seinen. On arrête le débat là-dessus, les gens on en parle depuis le tome 1 que cette série était à la base un shoujo, qu'elle a changé de maison d'édition parce qu'il y a eu une pause et que c'est devenu un seinen. Voilà, arrêtez le débat, shoujo, seinen, on s'en fout, la série est géniale et vraiment si vous êtes passé à côté jusque là, foncez sans hésiter. Ainsi s'achève ce gros update lecture, je ne sais vraiment pas comment ça va rendre après montage, surtout au niveau de la lumière, mais mon dieu, je tourne dans le noir depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certaines des séries que j'ai présentées dans cette vidéo. Je vous dis à vendredi, théoriquement, je l'espère du moins, pour le prochain update lecture. Bye!